Comme habitons au Bel Air et habitons Gros Péché, bon, c'est pareil, mais enfin, c'est pas... Chacun sa... le nom des quartiers, quoi. En parlant avec les gens du quartier, qui disent qu'il y en a plusieurs, ils ne connaissent pas le quartier Bel Air, parce que la cité Bel Air, c'est à côté. On ne parlait pas des grands péchés. Les ruffins, il y avait les taudis. Il y avait les taudis qui faisaient toute la rue des grands péchés. Pour nous, c'était les ruffins. C'était pas les grands péchés. Enfant, pour nous, il y avait une frontière. Il n'y avait pas de communication. On est sur un plateau. Pour monter, c'est très très dur. La côte est vraiment très raide. Donc c'est vrai que c'est très excentré quand même. Par rapport à tout ce qui se passe dans le centre et par rapport au cinéma, au théâtre. Ça s'appelle pas Montreuil pour rien. Ça monte et ça descend partout. Il y a quand même le parc juste à côté. Enfin, c'est un espace de verdure. Il y a les murs à pêche. Enfin, c'est un espace d'histoire et de verdure quand même assez intéressant. Il y a des écoles à côté, des terrains de foot à côté. D'accord, voilà, il y a un peu de commerce de proximité qui est demandé de plus. J'ai vécu à Montreuil jusqu'à maintenant, quoi. Alors, pendant une vingtaine d'années au Bel Air, et je suis venue ici au Grand Péché. Ça fait une éternité, quoi. Ma grand-mère habitait au moins rue de la Révolution, juste en face des Jouets de Paris. C'était une des femmes qui était appelée, c'est aux alentours de 1910 à peu près, 1900-1910. Elle était appelée par toutes les femmes du quartier pour les accoucher à leur domicile. Voilà. Il n'y avait pas de clinique à l'époque, il n'y avait rien. Les femmes se débrouillaient avec une cuvette d'eau chaude et la voisine. Mon arrière-grand-mère gagne au loto des gueules cassées. De quoi se construire un petit chez-soi avec mon arrière-grand-père. Ils essayent de trouver un endroit qui ne soit pas trop loin de la rue de Rosny où mes arrière-grands-parents. Ils vont acheter dans la journée 4 murs de 5 mètres et ils construisent une petite maison de 25 mètres carrés. Avec les garçons qui dansent sous la table, les filles qui dansent sur la table, où ils vont passer. Ils ont construit ça dans les années 1920-22 et ils vont y mourir dans les années 75-80, quoi. Au fur et à mesure des natalités, ils mettaient une pièce en plus, ils prenaient 3 planches, 4 clous et ils allongeaient la maison. Des pièces de 2,50 m de large parce que c'est la section des bois. Et sur 25 mètres de long. Les gens, oui, ils venaient sur Montreuil. Déjà, ils étaient chassés de Paris parce qu'ils ne pouvaient plus payer les loyers sur Paris. Ils s'installaient à Montreuil, ils ne payaient quasiment pas le loyer. Ils s'installaient là où il y avait de la place. Terrain privé ou pas terrain privé, ils s'en fichaient. Hein. Moi, mes grands-parents, quand ils sont installés sur le terrain, ils ont pris la peine d'aller voir la propriétaire, de lui demander, madame, est-ce qu'on peut construire chez vous? Oui, d'accord, mais vous paierez un loyer, d'accord, bon. Alors, les Apaches, c'est peut-être plus sur la pente de Montreuil quand même. Les Apaches, ils avaient des grandes pattes, ils avaient des grandes moustaches, ils avaient la casquette, des habillements particuliers. Et puis, beaucoup étaient souteneurs de filles. Les truands pauvres qui se bagarraient, qui faisaient des bagarres au couteau, qui étaient de Ménilmontant. Enfin, moi, mon grand-père, il était de Ménilmontant. Hein. C'était Mimile de Ménilmontant. Donc, c'était, dès qu'ils pouvaient... ils n'avaient rien à manger, ils ne bossaient pas vraiment. Ils mettaient leurs femmes sur le trottoir. Puis ils vivaient la vie comme elle venait, quoi. Et en même temps, c'était les descendants de tous ceux de la Révolution de 1848, de tous ceux de la Révolution de 1870. De tous ces gens-là, c'était des Gavroches. C'était les descendants de Gavroche, hein, qui ont fini par tourner racailles et fripouilles, parce qu'à un moment donné, il faut bouffer, quoi. À l'époque, tout le Bel Air, il y avait des jardins, des vergers, des choses comme ça, et il y avait de nombreuses puits. Des puits pour la flotte. Et maintenant, on peut voir, tous les puits ont été bouchés. Et ici, moi, j'ai connu, c'était des bidonvilles, en fait, ici. Donc, c'était vraiment des terrains avant. Hein. Il y avait beaucoup de terrains, des terrains vides. Puis la rue d'où c'est qui va de pour la super rue, la petite rue là derrière,
Il y avait des petites maisons, des gens qui habitaient là, des petites maisons en bas là. Et surtout des immeubles vétustes, des petits HLM qui étaient pas hauts et qui sont tombés par terre, quoi. Qu'ils ont dû détruire pour reconstruire. Il n'y avait pas l'eau chaude, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de toilette. On était obligé d'aller aux toilettes entre les 2 étages. Moi, j'ai été élevé en partie au 66 rue Édouard Vaillant, qui est un des 2 premiers HLM construits par la ville de Montreuil, tout en briques. Et toutes les familles se connaissaient. Et alors, dans ma famille, par exemple, il y a 7 ou 8 familles qui logeaient à l'intérieur du 66 rue Édouard Vaillant qui se sont mariées. Il n'y avait quasiment aucun commerce. Il n'y avait pas de médecin, il y avait rien du tout. Après, quand effectivement il y a eu l'afflux de populations réfugiées, les Espagnols, les Italiens, etc., il a commencé à avoir les petits commerces qui ont commencé à s'implanter, le marchand de 4 saisons, et puis il y avait aussi le vitrier qui passait, donc c'était vitrier, vitrier. Il y avait les chanteuses qui chantaient dans les cours d'immeubles encore à l'époque. On jetait les pièces. Pour la dame qui chantait, en général, il chantait du Piaf. Donc c'était assez sympa. Le quartier, ça a toujours été une population très très pauvre. Donc c'était compliqué pour les commerces de tenir, parce qu'en fait, ils faisaient énormément de crédits. Et les crédits n'étaient pas toujours remboursés. Montreuil rebâti à la dimension de ses besoins et de son avenir. Le projet est une réalité. Alors apparaît derrière les murs noircis des vieilles maisons la cité de demain. Donc on est au milieu du Bel Air. Le Bel Air a été construit à partir des années 57-58 et livré dans les années 60. L'architecte était l'architecte Grand Prix de Rome et ils ont construit comme on construisait à l'époque, c'est-à-dire vite et beaucoup. Le prix de revient du logement, c'était 1 million de francs d'avant 1900, enfin des anciens francs. C'est ce qui est devenu après 10 000 francs et ce qui est devenu maintenant 1 500 €. C'est comme si on faisait des logements à 1 500 €. Bon, toute proportion gardée. Là, on est sur une densité foncière où c'était pas dramatique. Autant là, nous, il n'y avait pas beaucoup de place, donc il fallait construire en hauteur. Autant Grand Péché, Bel Air, Montreux, on pouvait se permettre de faire des petits bâtiments et des trucs plus sympathiques. Mes parents avaient fait une demande de logement parce qu'on vivait dans un petit appartement à Paris de 2 pièces qui était loué par la raffinerie Sey parce que mon père y travaillait. Quand ils sont arrivés au logement rue de la Maralane, c'était un peu Byzance par rapport à ce qu'ils avaient connu à Paris. Mon entreprise m'en a proposé plusieurs, mais c'était celui-ci que j'ai trouvé le mieux. Vous voyez, il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de voitures, il n'y a pas... C'est calme. Comme dans toutes les opérations de logement de l'époque, il y a eu un mini-centre commercial qui a été créé et une chapelle, comme on retrouve à Lannou, comme on retrouve ailleurs, parce que l'association de Cézanne faisait en sorte de pouvoir contencer ses ouailles. Elle était assez vivante à l'époque. Il y avait, nous, on n'était pas spécialement pratiquants, mais il y avait pas mal de monde qui allait à l'église à l'époque, à Notre-Dame des Foyers. Il y avait la messe le dimanche, tous les gens venaient ici, c'était l'église du quartier, de tout le quartier des Grands Péchés, du Bel Air et puis du bas, là un peu plus bas, parce qu'après il n'y en a plus. On n'en trouve plus qu'une après, en allant sur la Boissière, rue Édouard Bondy, je crois. Sur le Bel Air, il y avait déjà le petit centre commercial avec le Franprix, enfin l'ancien Franprix. Il y avait une boucherie chevaline. Il y a un boulanger sympa, il y a un boucher, librairie aussi. Le marchand de couleurs, la droguerie.
Il y avait 2 pharmacies, 2 bouchers. Et la grande boulangerie-pâtisserie des Barbillons, qui était vraiment la boulangerie où tout le monde allait, où il y avait la queue le samedi et le dimanche. Ouais, c'était la super boulangerie du dimanche, les gâteaux, les croissants et les bonbons quand on avait des pièces de 20 centimes, quoi. Le début du centre commercial se situait juste là. La première allée qu'on voit derrière, là, la première, sous une passerelle fermée, et aller jusqu'au bout où le bâtiment blanc se trouve. Il me paraissait immense, où il y avait peut-être une vingtaine, une trentaine de commerçants. Il y avait le tabac, on pouvait y manger, on y mangeait bien d'ailleurs. Le dimanche matin, tout le monde s'est trouvé là-bas. Et il y avait un café au Bel Air qui n'est pas mon café actuel. Les gens qui travaillaient, qui remontaient sur le quartier, ils prenaient leur coup, ils allaient faire leur loto, ils allaient jouer au tiercé. Les vieux, à l'époque, il n'y avait pas de club de résidence et tout ça. Ils restaient toute la journée avec un verre de rouge à taper le carton et ils jouaient au tarot, aux cartes, à la bolotte. Donc les cafés, c'était les lieux de rencontre. Hein. C'était plutôt les lieux de rencontre masculins. J'avais quand même très peu de femmes. Ouais, très ouvriers. Et quand j'ai atteint à peu près 17-18 ans, il ne restait plus que 4 marchands. Que 4 marchands, et ils ont vite, la ville a vite décidé de le fermer. J'allais faire mes courses, je prenais le bus, j'allais au Auchan avec le bus. Hein. Et puis les supermarchés, il y avait Auchan, Val de Fontenay, Rony 2. Les gens avaient des voitures, les gens ne faisaient plus leurs courses à pied. Hein. Ça a changé les modes de vie et puis une nouvelle génération aussi qui s'est installée dans ces immeubles. Et même ici, moi j'ai connu le marché qui partait du collège quasiment. Il venait 2 fois par semaine et il arrivait jusqu'ici. Et il y avait, tout le long, c'était des commerçants. Mais effectivement, moi j'ai connu la dame avec sa petite charrette au marché du Bel Air. Elle passait, elle vendait ses herbes, son basilic, sa menthe, etc. Et tout le monde se disait, oh la pauvre dame, la pauvre dame. Et quand elle est morte, ils ont découvert des billets. Elle avait un matelas de billets en fait. C'était peut-être la dame la plus riche du quartier du Bel Air. On avait même un petit maraîcher qui cultivait dans les murs à pêche encore. Ma mère aimait bien ce petit maraîcher, donc on avait des petits produits locaux montreuillois. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on voudrait retrouver ce modèle-là, et qui existait encore début 80, en tout cas dans ce quartier. Se trouve devant le château d'eau du Bel Air, rue Tilmont. Alors la qualité de ce château d'eau aujourd'hui, c'est qu'il est vide. Il a été désaffecté, mais quand il a été construit en 1936, il a été construit sur un des points culminants de la ville, là, le plateau du Bel Air, qui était à 108 mètres d'altitude. Et ce château d'eau contenait 1500 mètres cubes d'eau, ce qui représente 1500 tonnes d'eau. Et le bâtiment fait 33 mètres de haut, du sol au sommet. Et la cuve, proprement dit, fait 8 mètres de hauteur. Donc l'eau servait à fournir le bas Montreuil et à entretenir ce qu'on appelle la cote piézométrique, c'est-à-dire la pression d'eau. L'eau qui venait de la Marne. C'était fermé et voilà, on ne pouvait pas y rentrer dedans. Il y avait des grillages partout parce qu'il était encore en exercice. Et je sais que les parents nous disaient, il ne faut surtout pas y aller parce que si tu montes en haut, tu vas te noyer. J'aurais vraiment pas eu l'idée de monter là-haut. Il devait être démoli et il y a eu une proposition d'un artiste et en accord avec la ville de faire une œuvre d'art. Donc l'évêque a fait cette œuvre d'art lumineuse qui entoure d'une spirale la structure verticale du château d'eau. En termes d'architecture, il est intéressant, il donne un truc au quartier, ça c'est sûr. C'était bien agréable d'avoir son œuvre qui s'allumait quand même. Donc moi je serais pour qu'on la réactive, mais bon. Quand on remontait à pied de la mairie, le château d'eau c'était notre repère, c'était notre chemin. C'était un peu notre étoile polaire. Le château d'eau. C'est un peu le centre du quartier, c'est là où il y a souvent des gens qui se regroupent quand il y a une annonce à faire ou une annonce pour un festival ou un affichage
C'est là que s'organise avec le Auchan. C'est un peu le centre-ville de... c'est comme si le Bel Air c'était une ville et c'est le centre de cette ville, quoi. Ils font beaucoup d'activités à côté et tout, et c'est convivial aussi. Parce que les gens, quand ils s'ennuient, ils viennent là-bas, quand il fait beau, ils se rassemblent, et voilà, ils mangent là-bas, à côté, dans les petites tables qui sont à côté. Et franchement, il y a beaucoup d'activités qui se passent là-bas. À côté Château d'eau, les Pierres Rouges, mais comme une petite piscine de l'eau. On s'assoit là-bas, c'était agréable. J'apprécie beaucoup, il faut juste un peu rénover un peu, parce que comme c'est ancien et tout, comme ça, il n'y aura pas des dégâts, quoi. Pour l'instant, ça reste comme ça. Est-ce qu'il sera rénové? Au départ, il devait être réaménagé en logement. Et l'idée, c'était de prendre la structure, le bas de la structure, et de mettre des logements. Pour l'instant, pas de nouvelles. Espace 18 et Espace 40, il y avait 40 personnes qui ont été nommées pour parler du projet. On se réunissait, à l'époque Voinet, on se réunissait et on débattait du choix du projet. Tout le monde fait des démarches là-bas, il y a des sorties pour les enfants, il y a des repas qui préparent régulièrement, il y a des événements pour les enfants, pour les seniors. Tout le monde. On fait des activités, on a fait Bel Air à table. Et chaque pays, il a préparé quelque chose. Franchement, c'était agréable. Là, toutes les familles sont sorties, on a cuisiné sur place. Et même là, à côté, au Château d'eau et tout ça, avec notre association Mama Terra, on fait des distributions des paniers aussi. C'était très bien. Franchement, les gens, ils étaient solidaires. On était là, les gens, ils s'aident entre eux. Si on ne connaît pas quelque chose, ils te montrent, ils sont là. أنا كنت كنقلب على شي مدرسة لقيتها حدايا مكتوبة ريجي دخلت لقيت صافي استقبلتني مزيان قبلتني علموا لي نقرا ندير لا كويزين ندير لي كتب معاهم نديروا لي سوبسي نديروا بزاف ديال الحاجات. La région de quartier, on va dire, c'est ma deuxième maison. C'est ma deuxième maison, c'est là que j'ai grandi avec les habitants aussi du quartier et aussi j'ai grandi aussi au niveau de professionnel. كنت استقبال مزيان في الريجي يساعدوني يعلموني نقرا كنت نقرا عندهم لا فاغيوسيون لا فارماتيك عندهم نقرا لي كور كنت كندير الخياطة أنا في الريجي يعجبنيش نبقى جالسة في الدار كيعجبني الخروج ونتلاقى مع الناس نستافد نتعلم اللغة شوية ما قديش يهضر. On a des cours de français ou bien pour l'écrivain public parce que nous avons un écrivain public qui est attribué par la ville de Montreuil et on a 2 bénévoles. Donc ils interviennent lundi et jeudi après-midi. Et en plus de ça, moi déjà depuis des années, donc j'accompagne des gens aussi dans leur démarche administrative quotidiennement. Gamins, on était très très nombreux. Ne serait-ce que sur 2 immeubles, on était une quarantaine de gamins, nés entre la fin des années 60, début 70, tous un peu de la même génération. Donc on était... on s'organisait des grandes parties de foot, des grandes parties de chat, des grandes parties de cache-cache. Et puis quand on s'ennuyait, des parties on se jette des cailloux aussi, un petit peu quand même. Et le Bel Air d'aujourd'hui, je le trouve beaucoup plus riche dans des établissements d'éducation populaire et d'offres au public directes qui sont plus vivantes, quoi. Les kermesses d'école, c'était pas que la kermesse d'école, c'était la fête du quartier. Et là, on se retrouvait tous, et même ceux qui n'avaient pas d'enfants venaient. Il faisait beau, allez, on sort les chaises, on sort la table. C'était les mini-repas de quartier de l'époque. Je trouvais une vraie solidarité entre les voisins, voisines, les locataires, et puis même les gens du quartier. Et donc voilà, ça m'a vraiment plu parce que voilà, j'ai trouvé presque mes origines en fait parmi différents d'origine. Donc moi, je me sentais jamais étranger en fait, je me sentais parmi tout le monde.
Et c'est pourquoi je me sentais bien. On a baigné dans l'interculturel, très jeune, tout de suite. Donc moi, ce n'est pas des questions qui se sont posées, ou même pour mes parents, qui étaient d'une autre génération. Malgré ce qu'ont pu faire vivre nos sociétés à nos parents, nous, on était au 4e. Mon père avait malgré lui dû faire la guerre d'Algérie. Et en dessous, la famille de voisins, c'était une famille dont le papa avait été félaga. Et il y avait un vivre ensemble, une très bonne entente et une entraide qui était forte, interculturelle. Et ça montre bien à ceux qui pourraient croire que le vivre ensemble est pas possible, que des grandes différences de vie nous amènent à pouvoir repartager des choses malgré tout, malgré ce que la société a pu nous imposer comme dogme. Ça, c'était plutôt sympa. Il y avait un vrai vivre ensemble et puis il y avait des personnages qui étaient fédérateurs. Hein. Pour moi, c'est un endroit de vie à raconter à croiser les autres. Je croise les gens, mais c'est tellement naturel que je ne peux pas donner un mot. Et surtout ici, à la ville de Montreuil et au Bel-Air, on n'est pas, des inconnus, tout ça, on se connaît tout et on se dit bonjour même si on ne se connaît pas. Et vraiment, il y a une bonne ambiance, quoi. Là, nous sommes sur l'emplacement de l'ancien château de Tillemont. Y est né Jean-Sébastien Le Nain de Tillemont, un écrivain janséniste qui a eu une énorme production sur la vie des empereurs romains, sur la vie des saints. Il a écrit des dizaines et des dizaines de livres et qui était donc un érudit de l'école des jansénistes. Il faut beaucoup d'imagination pour imaginer qu'il y avait un château depuis le XIIIe siècle à cet endroit, dont il ne subsiste aujourd'hui que 2 pièces d'eau. C'est ici que devait commencer l'entrée, l'entrée peut-être, du château de Tillemont, et qui va se poursuivre jusqu'au bout et derrière le stade des Grands Pêchés. Le domaine de Tillemont, il commençait ici, il allait jusqu'au parc Montreux. Hein. C'était immense. Le château a été revendu à la Révolution et ensuite démoli pour faire place, dans un premier temps, à une serrinerie. Qui fabriquait des bougies en suif. Alors, la plupart du temps, qui se retrouvait à Notre-Dame et dans les églises parisiennes, des cierges, et qui avait une odeur qui était pestilentielle, à tel point qu'il y avait des pétitions qui étaient envoyées régulièrement à la mairie. Et ma mère, 10 ans après le départ de l'entreprise de bougie, disait toujours ça pue la bougie. Ça continuait de puer la bougie 10 ans après, quoi. C'est pas de la lanoline. Les filles se mettent de la lanoline sur le visage en beauté, mais du suif, ça sent un peu quand même. C'est du mouton, hein, quand même épuré plus ou moins, chauffé, mais bon, ça sent le gras, quoi. Ça sent très mauvais parce qu'il faut faire fondre la graisse. C'est pour ça que cette usine s'est implantée à l'extérieur du centre de Montreuil, comme d'autres usines polluantes se sont implantées comme Théophile un peu plus loin pour faire des cuirs, une tannerie de cuir. On voyait les ouvriers sortir de cambouis, de graisse. Il y avait des gens qu'on connaissait qui travaillaient dedans. Des secrétaires, des amis de ma mère, des gens que ma mère connaissait aussi. On l'appelle la mare Brice, mais c'est pas la mare Brice. Hein. C'est juste effectivement Brice qui l'a utilisée, mais elle existe depuis très 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 longtemps. Il y a une autre mare de la stérinerie là, qui est derrière le collège de Tillemont. C'est là où on allait chercher les têtards quand on faisait SVT. Celle qui est derrière le collège servait à l'usine de cierge. Donc pour refroidir les bougies. Et là, ça permettait de pomper l'eau pour entretenir les machines à vapeur des forges Brice et Thomasset. Les forges Brice et Thomasset, c'était des forges qui fabriquaient des chaînes pour la marine française et des ancres, et qui avaient des
marteaux-pilons, dont le plus grand marteau-pilon à colle de cygne d'Europe. Donc des engins énormes qui fonctionnent à la vapeur, d'où la nécessité d'avoir à proximité de l'eau pour alimenter en vapeur les machines, les marteaux-pilons. La forge, on la voyait bien parce que les portes étaient toujours ouvertes et on voyait les gens travailler. Alors, on ne voyait pas les gens sur les forges, hein, mais on voyait tout ce qui était un petit peu quand ils sortaient des ateliers. Il y avait un énorme gros chaudron avec des énormes chaînes qui pendaient. Donc le jeu, c'était vas-tu réussir à passer au-dessus du chaudron avec les chaînes. Je crois qu'il y a 2 oiseaux qui ont dû tenter le coup et réussir. Mais le plus souvent, on restait là en s'imaginant faire des choses. Mais c'était des... Donc j'ai connu l'usine de l'intérieur. Donc, il y avait une activité. On voyait que c'était une activité industrielle. Toute la rue de Rosny. Il y avait Créma, il y avait toutes les petites entreprises de menuiserie, les entreprises de métallurgie. Après, il y a eu les laboratoires pharmaceutiques qui ont employé un petit peu. Puis tous les murs à pêche qui embauchaient encore, hein, les gens. L'hiver, c'était la neige, la gadoue, voilà. Et puis l'été, c'était les fleurs, quoi. Au niveau du 71 rue Anatole France, là, c'est mon arrière-grand-mère qui était journalière. Moi, à leur maison, il y avait un ancien mur à pêche contre lequel poussait un lilas, qui était très très beau. Mais il y avait du mur à pêche, oui. Quand on rentrait sous la surveillance des mamans, on avait le droit d'aller sur les premiers murs à pêche. Fallait pas aller trop loin, fallait pas prendre trop les portes, sinon c'est le labyrinthe. Tu vas te perdre, on va pas te retrouver, la sorcière va te manger, enfin voilà. Les murs à pêche étaient très peu vivants. C'était un lieu très clos. On n'y rentrait pas du tout. C'est de toute façon de l'autre côté du quartier, mais c'est un endroit qui, pour nous, était fermé. On savait que c'était les murs à pêche. Il y avait quelques familles gitanes ou manouches qui vivaient là, dont des potes que j'avais à l'école Anatole France. Mais autrement, pour nous, c'était très clos, les murs à pêche. Il n'y avait pas du tout de vie. J'ai fréquenté les halles avec ma grand-mère qui faisait les marchés. Il y avait le carreau de Montreuil. Ils vendaient des pommes et des poires et des pêches. Les gens, ils allaient se servir les pommes, les pêches, les poires dans les murs à pêche, la vigne. Quand il y avait un coup de fleurs à offrir, on allait se servir dans les murs à pêche. Hein. Voilà. La prescription maintenant. Hein. Donc, leur petit bout de mur à pêche a dû être détruit dans les années 1970. Quand là, ils ont fait le tout à l'égout, où ils ont fait quelques aménagements. Ce qui serait bien, c'est qu'ils recréent les pêches, les poires et les pommes. Alors, ça aurait un sens de remonter les murs. On allait enfant au parc Montreux le jeudi. C'était notre patronage, où il y avait les étangs qui sont existants, où on faisait quelques concours de pêche. Alors bon, on n'avait pas beaucoup de matériel, on était heureux comme tout, c'était la vie au grand air. Bon, on jouait, on courait, on était fatigués comme tout. Au bout d'un mois, on était rôtis comme des patates, mais ça fait rien, on adorait les colonies de vacances. La vraie promenade, c'était le parc Montreux à l'époque. Parce qu'il y avait la roseraie, parce qu'il y avait le musée d'histoire vivante, parce qu'il y avait les chevaux et les poneys. Donc quand on était sage, on avait le droit à notre tour en poney. Et puis aussi parce que c'était là où il y avait le dispensaire. Les gens du Bel Air, ils allaient se soigner au parc Montreux. Il y avait une grosse pauvreté, oui, que la municipalité essayait de prendre en charge, voilà. Toutes les personnes qui étaient identifiées comme maintenant par le CCS, comme personnes ayant besoin de manger, avaient le droit à leur gamelle le midi. Au parc Montreux, il y avait une cuisine. Sur Montreuil, il y avait plusieurs cuisines qui étaient installées. Une soupe populaire destinée aux ouvriers qui n'avaient pas de boulot, qui étaient dans la misère. Moi, je me rappelle, ma mère, qui donc allait chercher la soupe pour mes arrière-grands-parents qui habitaient rue Anatole France. On y allait avec les gamelles, à l'époque les gamelles d'ouvriers. Hein. Et on y allait, et il y avait cette odeur particulière de cuisine, mais je suis encore là, je le sens encore maintenant, qui était formidable. Ce bâtiment abritait, dans les années 50, il a été implanté avant-guerre, une usine de tubes, d'où sa grande longueur, 6000 m² au sol, et là sortaient des tubes divers et variés métalliques.
Alors là, on observe bien les sheds en béton qu'on appelle les sheds conoïdes, c'est-à-dire ils ont une forme de cône, de demi-cône, et c'est en béton, et c'est extrêmement rare, ce type d'architecture. Quand je suis arrivée ici, le parc des Beaumont n'existait pas. Il existait, mais il n'y avait pas eu de travaux de fait. On avait aujourd'hui le parc des Beaumont qui, à l'époque, était des carrières. On est sur du gypse, on est sur de l'argile verte. Et c'était ne va pas te promener toute seule parce que les femmes se font enlever dans le parc des Beaumont ou tu risques de tomber dans un trou. Et on nous a toujours raconté l'histoire de la dame qui se promenait avec son landau et le landau, ils se sont retrouvés, la dame et le landau, dans le trou. Parce qu'il y avait des affaissements. Le parc des Beaumont a été pendant des années exploité en tant que carrière de gypse pour fabriquer du plâtre. Les usines à plâtre, qui s'appelaient les usines Leclerc, se trouvaient dans le bas de la pente, du côté de la rue Jean Moulin. Et il restait sur le haut, il y avait 2 parties sur le haut. Il y avait une partie qui était des anciens jardins ouvriers, donc beaucoup d'arbres fruitiers. Et ça, c'était un vrai bonheur, on mangeait beaucoup de cerises. Et il y avait une autre partie, c'était le motocross de Montreuil. Et ils partaient en moto dans les carrières. Et nous, c'était un terrain d'aventure qui, normalement, bien sûr, nous était interdit. À partir de 1983, après que la ville ait racheté les terrains, il y a eu le comblement des carrières. Toutes les galeries ont été remplies de cendres pour récupérer les terrains en surface pour éviter qu'il y ait des accidents comme il y avait pu avoir auparavant. C'était le lieu de promenade. Les gens du coin, ils n'allaient pas très très loin, ils n'avaient pas de lieu de vacances. Il y avait des concerts, il y a Piaf qui est venu chanter au Beaumont. Voilà, il y a Trenet qui est venu chanter aussi au Beaumont. On nous disait que c'était là, fallait pas y aller parce que c'était là que le banditisme parisien abandonnait les corps. Enfin, ça, je pense que c'était les légendes des parents pour qu'on n'y aille pas. Il est très souvent, il est magnifique ce parc, il est sauvage, enfin il y a vraiment, ah ouais non ça ils ont vraiment bien conservé ce parc. Il y a un espace d'éco-pâturage, il y a pas de vaches, il y a des chèvres. Je ne sais pas s'il y a des vaches, je crois que j'en ai déjà vu, mais je sais surtout qu'il y a des chèvres. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de grille. Si on veut y aller à 3 h du matin, on y va à 3 h du matin. Il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de... On y fait ce qu'on veut. Et ça, c'est aussi faire confiance à la population pour l'usage. Il est très fréquenté et tous les ans, il y a une compétition de foot. Une fois, je me souviendrai toujours, c'était des Belges, ils arrivaient de Belgique. Et puis ils s'arrêtent à la Croix de Chavaux devant l'autobus, puis ils me disent « Madame, on cherche le stade des Grands Péchés. » Je dis « Emmenez-moi, je vous y emmène, j'habite à côté. » Je n'ai pas besoin de rentrer toujours dans le stade parce que j'ai ma fenêtre qui donne au stade direct. Franchement, je suis contente de ce côté par rapport à la vue et tout ça. J'entends ça de chez moi parce que quand ils mettent un but, bon, c'est assez... Il y a des fans. Mais moi, j'aime bien. Ça donne de l'ambiance. Après l'avènement du Front populaire, il avait été décidé de créer un stade à Montreuil. Et donc, l'emplacement avait été réservé et les terrains avaient été en cours de négociation avec les horticulteurs propriétaires. Et il a fallu attendre la fin de la guerre pour que le stade des Grands Péchés soit construit. Quand ils ont démoli l'usine, il a resté que la mare et ils ont agrandi le stade au périmètre et il y a eu le lycée qui s'est développé après. Il a agrandi, oui. Ils ont refait des terrains de foot, je crois. Mais c'est très bien, hein, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont jouer. Le football club de Montreuil, RSCM, à l'époque, avait une grande importance pour le quartier, vraiment. La moitié des garçons étaient inscrits au foot. Mon petit-fils, il vient tous les mardis soirs, et donc chez moi pour y aller au stade, au parc Beaumont avec son papier.
comme je connaissais bien les gardiens du stade, ils avaient un tracteur et moi je me mettais derrière. Puis il y avait déjà, à l'époque, il y avait déjà les grandes manifestations sportives au stade, quoi. Ça n'a pas changé. Et moi, je me suis entraîné avec Michel Zazie. Après qu'il ait été vainqueur du 1500 mètres, il avait lancé un défi à tous les écoliers montreuillois de le rencontrer sur la piste. Il avait donné sur 1500 mètres, il avait donné un tour d'avance à toute l'élite des écoliers montreuillois. Et il est arrivé en leur mettant 150 mètres dans la vue. Et c'était du délire parce que ça faisait plaisir à tout le monde. Il y avait des centaines de gamins qui hurlaient autour de la piste encendrée. C'était très, très intéressant. Moi, j'étais à l'école Anatole France et on faisait de la gymnastique dans le stade. Dans l'école, on avait un préau et on faisait aussi de l'athlétisme au stade des Grands Péchés. À chaque fois qu'on avait sport au collège, c'était les 3 tours du stade, c'était l'enfer. On se cachait derrière les statues, mais le prof de sport nous voyait toujours. Ici se trouve l'école Anatole France, où je suis allée à l'école évidemment. La partie, c'était l'école des filles, et l'école maternelle derrière n'existait pas. On traversait le stade, c'était pas cimenté, c'était un chemin de pierre. À l'école, on avait le cirque qui venait tous les ans, qui prenait ses quartiers d'hiver. On avait encore les filles, les gitanes. Hein. C'est pas péjoratif, hein. C'était les gitanes qui étaient là, qui venaient à l'école avec leurs robes longues. C'était super parce qu'on apprenait plein de mots étrangers. En même temps qu'on apprenait le manouche montreuillois. Hein. Mais sinon, voilà, sur l'école primaire, c'était plutôt italien, espagnol, pareil, les républicains espagnols. Un peu de portugais, beaucoup d'Algériens aussi qui sont arrivés. Quand la cité Robert-le-Gros est montée, on a eu beaucoup d'Algériens qui sont arrivés. Il y avait une grande mixité de cultures. Famille de la première génération plutôt algérienne, très peu marocaine, très peu tunisienne. Et les familles maliennes, elles ont commencé à arriver vraiment au milieu des années 80 dans le quartier. On est dans un endroit qui a été créé en 1920 par les horticulteurs montreuillois, Société d'horticulture régionale, pour faire une espèce de conservatoire d'espèces botaniques et d'échange de techniques d'horticulture. Nous avons débuté dans le jardin-école en tant qu'association parce que je suis arrivée à la régie 2002. Donc depuis 2002, on n'a pas arrêté de faire des activités dans le quartier, notamment dans le jardin-école. Parce que le jardin-école, à l'époque, en fait, c'était vraiment fermé au public et nous avons décidé d'ouvrir en fait, le jardin au public en faisant du jardinage. Il y a une partie qui est le jardin-école proprement dit, dans lequel nous sommes, et derrière, les jardins d'expérimentation du lycée d'horticulture. Pour moi, le jardin-école, ça a toujours été ce lycée horticole. C'était, mais pareil, on n'y rentrait pas. C'était aujourd'hui, il y a des ventes, c'est un espace qui s'est ouvert. Ils font des ventes de plantes au niveau du lycée une fois par an. Ils font le marché le vendredi. Et les gamins des écoles, ils vont aussi beaucoup sur des ateliers. Donc ça, c'est super, mais à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Il y a toujours eu l'école, là, qui est à côté, l'école d'horticulture. Elle a toujours existé, elle était là quand je suis arrivée. C'est quand même un lycée qui forme professionnellement à quelque chose d'aujourd'hui qui est important avec toutes les contraintes écologiques, le réchauffement climatique, et former des jeunes à utiliser les bons médias, les bonnes plantes adaptées à ce qui est en train de se passer, à tous les changements et tout ça. C'est important. Donc, et puis c'est dans le quartier du Bel-Air, dans la délimitation des frontières du quartier du Bel-Air, c'est enclavé dedans. On se demandait, c'est bizarre, un lycée horticole à Montreuil. Personne nous en avait expliqué la raison, alors qu'il y en avait une forte. Hein. C'est toute l'histoire horticole du Haut-Montreuil. Mais à l'époque, je n'avais pas toutes ces données-là. On a commencé à parler des grands péchés quand il y a le collège qui s'est monté et quand il y a la cité qui s'est montée. C'était un quartier tout neuf par rapport au nôtre. Et pour moi, c'était, de manière fausse, hein, mais pour moi, c'était un quartier de riches. Parce qu'il était beau, il
ils venaient d'être faits, etc. C'était des logements qui étaient mieux que les nôtres. Enfin, j'avais de représentation de... c'est moderne. Après, Européché arrive en 72. Et là, c'est totalement différent. L'architecture est totalement différente. C'était les conceptions des années 72 ou 70 où il y avait encore un peu de sous pour le logement social. Et puis des architectes qui mouillaient la chemise pour faire des choses intéressantes. Les immeubles étaient d'une conception extrêmement intéressante. Avec l'implantation d'un foyer de travailleurs migrants dans l'opération. Je suis Mamadou Niakate, arrivé à Montreuil, Grand Péché au foyer Lénin Tillemont, qui est actuellement à Def Habitat, le 13 juillet 1986. Comme tout jeune qui débarque dans le foyer sans domicile. J'avais pas de chambre. Attitré, j'étais, comme on appelle, les surnuméraires. Voilà, le foyer offre une possibilité aux personnes qui n'ont pas assez de moyens, surtout en ce temps difficile. Voilà, il n'y a pas que nous, il y a beaucoup de populations qui viennent acheter un foyer. Dès qu'on quitte le boulot ou on cherche le boulot, on n'a pas trouvé, on court vers le foyer. On va aller parce que pour que les flics, il ne faut pas qu'ils nous trappent parce qu'on n'a pas de papier. Voilà. Avant, c'est comme ça. Jusqu'à, ils nous accordaient les papiers de dire qu'on a eu la chance pour trouver les papiers, mais on est fatigué. Surtout avant les flics français, vraiment, ils sont... Des personnes, ensemble, ils vont vous demander un papier. Là, on dit le foyer immigré malien, mais il n'y a pas que du Mali dedans. Hein. Je la rassure ceux qui croient que ce n'est que du Mali. Non, il y a le Mali, il y a la Mauritanie, il y a la Gambie, il y a le Ghana, il y a le Sénégal. Donc, je m'arrête à ces 5-là maintenant, mais aussi il y a le pays maghrébin, il y a des Asiatiques maintenant qui y habitent. En dehors du collège, ça remplaçait le café. Nous, c'était au foyer qu'on allait jouer au baby et qu'on se posait. L'intérieur, avec tout le marché, c'est complètement étonnant, quoi. C'est très atypique. Hein. On ne s'attend pas à ça. De la rue, on ne se rend pas compte. Ah, le foyer est sympa. Moi, j'y suis déjà allé. À l'époque où je fumais. Je fume plus. Quand je fumais et que j'avais trop envie de fumer une cigarette, j'allais acheter une cigarette à n'importe quelle heure, à minuit. Ça, c'est génial, quand même. Voilà, bon, maintenant, je fume plus, donc j'ai plus besoin. C'est vrai, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de visiteurs maintenant. Et avant, c'était un peu réservé aux résidents et qui travaillent. La restauration, non seulement elle est moins chère, mais voilà, elle est bonne, quoi. Voilà, elle est super bonne. J'ai même mangé une fois, il y a longtemps, du massé, j'avais pris. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Là, ça joue, hein. C'est ça. Voilà, faut pas compliquer les choses. Parti par l'autre là, il faut pas dire n'importe quoi. On joue les cartes, dès qu'il fait chaud, on sort, on s'assoit à côté, on joue les cartes, on rigole pour enlever un peu de soucis dans notre tête. Parce qu'un humain, tu es né avec les soucis. Mais pour le tenir, il faut essayer de trouver quelque chose de jouer. On fait vivre des moments exceptionnels. Voilà. En plus, c'est une convivialité. Voilà, cette convivialité même qui est la source, en fait, la base de la ville, de montrer en fait la convivialité.
Le jardin, ça commence en 2011. C'est des saphirs qui sont occupés, ça. J'ai toujours travaillé avec les gens du quartier, et moi toute seule jamais. Et ils ont investi dans chaque action qu'on a menée. Et chaque action, tu le trouveras des gens. Ils partageaient des carrés, tout ça, bon. Alors, en 2019, c'était les constitués poulaillers. Alors, j'ai les poules et mes poules qui volaient de côté. Comme ça a la place pour, derrière pour mes poules. Ils vont rentrer dans la maison. Moi, j'aime bien partager. J'aime bien donner des enfants qui sortent des maternelles. Des fois, je donne un œuf, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Et tomates, ah oui, tomates, c'est les ah oui. Sophie, allez. Je fais des verdures tout l'autour pour les poules. Là-bas aussi. Et toi, Dylan, hein, pour les phonies. Et Pauline, elle est où? Hein? On va avoir des framboises partout. Énorme. Oui, je vais le planter moi-même. Les gens qui passent, ils viennent me voir dans le jardin, discutent, l'association, tout ça. On parle, ils parlent avec moi, et puis voilà. وعجبني الحال بزاف كنتلاقى مع الناس كنفرح واخا ما عنديش اللغة كنلقى يترجم لي كنبغي هكذا ندير لي جاردا نبغي ندير بزاف د الحاجات نبغي نساعد شي واحد شي حاجة نديرها الناس كلهم كيساعدوني حيت كيشوفوني انا كنعاونهم كيبغيو يعاونوني في اللغة اني اللغة ما عنديش ولكن ما عنديش مشكل انا زعما نتحرك ندير نبغي نخدم نبغي نتحرك كذا فهمتي اني لي لاج لي غولاج سي با لاج واخا السن ديالي كبير ما كنعودهاش في سن كبير انا كنبغي نزيد لقدام. Pour moi, Montreuil, même quand j'étais au Ramenas, c'était déjà un lieu super entre la ville et la campagne, où être un enfant là-dedans, c'est mieux qu'à Paris ou que dans une plus grosse ville. C'était la vie de village dans le sens de ce qu'une urbaine peut imaginer de la vie de village. Est-ce que c'était la vraie vie de village? Je ne sais pas. On dialogue le plus souvent avec les plus démunis, avec les vieilles personnes. On est là, on les assiste, on les aide dans le... C'est beau. Je vous remercie tout le monde parle gentiment. S'il y a quelque chose de méchant, on le dit. S'il n'y a pas quelque chose de méchant, on le dit aussi. C'est ça la richesse parce qu'on s'enrichit avec différentes cultures de chacun et chacune et là on fait le monde avec. Entre populations, ça se vit bien, ça se mélange et c'est mon rêve. Ça se mélange bien, c'est pas de différence de France. On peut, l'une des villes de la France sans prétention les plus... Il y a le plus de brassage culturel, ethnique. J'ai trouvé ma place et je suis bien intégrée. Oui. On ne reste pas inactif dans ce quartier. On a toujours quelque chose à faire, on s'occupe et tout. Et il y a quelque chose autour du vivre ensemble et de l'ordre des valeurs humaines qui sont partagées. Et ça, voilà, d'être là, c'est bien rien que pour ça. On n'a pas à se poser la question. Et maintenant, j'ai 42 ans ici en France. Ici à Bel-Air. À Bel-Air, hein? Bel-Air. À Bel-Air, oui. Mais là, j'ai tout. J'ai tout dans la cité. On a tout. Voilà. Et puis bon, moi j'y reste. Allez où? Ça, c'est à mon âge. Je reste à Montreuil, vraiment. Je suis né à Montreuil, je finirai à Montreuil. J'aime trop le et Bel-Air Grand Péché, pour moi, ce n'est que des noms, mais les deux, je me sens très très bien dans les deux quartiers. Et puis, arrivé à un certain âge, on a eu des enfants naître. Moi, je connais ses parents, je connais pas mal de monde.